J'ai pas de souris. Ah, OK. Correct. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation. Merci au comité organisateur de m'avoir invité. Ah, je peux voir de la présentation. Donc, je ne vais pas faire un long histoire par rapport au lac Saint-Charles parce que c'est très bien fait par Sonia. Et puis, ce qui est important de se rappeler, c'est que ce lac-là, c'est près de 7 km de long et environ 4,5 km². Donc, c'est une superficie relativement importante. Par contre, sa bathymétrie est telle que la portion amont est dotée d'un bassin assez profond de l'ordre de 16 mètres, alors que la partie plus en aval, c'est beaucoup moins profond. Et ça va avoir un impact, évidemment, sur la qualité de l'eau. Donc, l'objectif de notre projet, c'était vraiment de mettre en place un cadre de modélisation de la qualité de l'eau afin de pouvoir se servir de ce cadre de modélisation-là pour faire différents scénarios en ce qui a trait à déterminer l'impact relatif des différentes sources de contaminants au niveau du lac Saint-Charles. Donc, tout de suite dans l'approche méthodologique. Évidemment, la première chose qu'on doit constater lorsqu'on s'inquiète de la qualité de l'eau, c'est qu'il y a deux ingrédients essentiels. Il y a la quantité d'eau qui circule et il y a la qualité avec laquelle elle arrive au lac. Donc, lorsqu'on parle du lac et on considère les apports, que ce soit des apports de nutriments ou des apports en quantité d'eau, on doit considérer l'apport de la rivière des Hurons. On doit considérer les apports de tous les petits tributaires qui se retrouvent alentour du lac. On doit considérer l'apport des versants, parce qu'entre les cours d'eau, il y a des versants qui alimentent le lac. Enfin, il peut y avoir des dépôts atmosphériques, il peut y avoir du relargage de la part des sédiments, et puis aussi les nutriments, ils vont être utilisés pour faire croître la biomasse dans le lac. Donc, en termes des travaux de modélisation, il faut prédire la quantité d'eau qui arrive, puis ça nous permet par la suite, avec des équations de base en hydrodynamique, ainsi qu'en conservation des nutriments et conservation aussi de contaminants dits conservatifs, il faut appliquer une modélisation de la qualité, une modélisation de la quantité d'eau. On travaille depuis près de 2009, donc fin des années, début des années 2010, si je peux dire ainsi, à la modélisation de la quantité d'eau qui arrive au niveau du lac Saint-Charles et l'ensemble du bassin de la rivière Saint-Charles. Ce que vous voyez d'illustré à votre droite, ce sont des graphiques qui, tout simplement, on appelle ça dans notre jargon les débits classés. Ce qui est important pour vous ici, c'est pas que j'aille dans les détails de ce que représentent les ordonnées ainsi que les abscisses, c'est que les deux courbes soient rapprochées. Et ça ici, ça représente les débits classés simulés et observés au niveau de la rivière des Hurons. Ce que ça illustre, c'est qu'on fait un très bon travail de reproduire ces débits-là. Par contre, l'hiver est toujours un peu problématique parce que la mesure des débits en rivière apporte beaucoup d'incertitudes. Il y a de l'incertitude avec la modélisation, mais somme toute, ce sont des résultats très acceptables en ce qui a trait à développer un cadre de modélisation pour examiner différents scénarios en ce qui a trait à des impacts relatifs des sources sur la qualité de l'eau. Donc, un premier constat pour vous, puis il est possible que beaucoup d'entre vous connaissez déjà ces réponses-là. Lorsque l'on regarde le lac Saint-Charles dans son ensemble, on se rend compte que l'eau qui arrive de la rivière des Hurons contribue à 84% de la quantité d'eau qui arrive au lac. Donc, c'est vraiment notre première source en termes de quantité d'eau. La deuxième source serait l'exutoire du lac de l'Age. Puis enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tous les autres petits tributaires et les versants qui se jettent directement dans le lac. Eux contribueraient pour 6,6%. On entend souvent parler de temps de résidence. Ici, c'est un graphique très simple pour l'année 2017, incomplet d'une certaine manière, puis on le fait de janvier à octobre. Vous avez deux courbes en bleu, une courbe qui représente les entrées d'eau au lac et l'autre, la sortie d'eau du lac. Somme toute, sur une année, on est en équilibre. Ce qui est important de noter, c'est que pour les mois de janvier, février, vous avez des temps de résidence de l'eau qui seraient plus proches de l'ordre du 90 jours. Lorsqu'arrive le printemps, évidemment, soit par gestion du barrage Cyril Delage, on peut parfois abaisser peut-être le niveau d'eau pour stocker davantage, dépendamment de la quantité d'eau qu'on attend à la crue. Et c'est à ce moment-là qu'on a le temps de résidence le plus court dans l'eau. Donc, l'eau se renouvelle plus rapidement au printemps, c'est tout à fait normal. C'est là qu'on reçoit notre grand apport en eau au lac Saint-Charles. Par la suite, on reprend des temps de séjour qui sont plus de l'ordre, en moyenne, d'une 60aine de jours. Donc, ça doit vous éveiller en ce qui a trait au renouvellement de l'eau du lac Saint-Charles. Maintenant, lorsqu'on se positionne à Château-d'Eau, à la prise d'eau, on a une histoire légèrement différente. Évidemment, Sonia en a parlé. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de l'eau qui sort du lac, ça contribue à 50% de l'eau qui arrive à la prise d'eau.
Ce qui veut dire qu'on a deux autres tributaires qui sont très importants pour la prise d'eau, et ce sont évidemment les sorties des rivières Nelson et Jaune. Donc, en l'occurrence, la rivière Jaune contribuerait 24,3 %, alors que la rivière Nelson serait de l'ordre de 19,4 %. Toujours ne pas oublier, entre le lac et la prise d'eau, il y a des petits tributaires et des versants qui viendraient contribuer à 6,2 %. Donc, si on veut s'assurer d'une eau de bonne qualité en ce qui a trait à la prise d'eau, ce n'est pas seulement agir seulement au niveau du réservoir ou du lac Saint-Charles lui-même, mais il faut aussi agir dans les bassins versants des rivières Nelson et Jaune. Pour faire la modélisation, donc là, je vous ai dit, il faut connaître la quantité d'eau qui arrive au lac, des différents tributaires et de la rivière des Hurons. On doit aussi estimer, nous, les charges journalières qui arrivent au lac pour finalement modéliser la qualité de l'eau du lac. Tout ça, ça se fait sur la base des données qui ont été observées, ainsi que des outils de modélisation de base qu'on utilise, des outils statistiques pour créer des chroniques de concentration multipliées par le débit en rivière, va nous donner la charge de contaminants qui va arriver au lac Saint-Charles. Au niveau de la qualité de l'eau simulée, on est allé en deux phases. Une première phase qui était dite plus de concept. On a appliqué un modèle de qualité de l'eau bidimensionnel. Par la suite, tous les travaux ont été faits avec un modèle de qualité de l'eau tridimensionnel. On a aussi modélisé la rivière des Hurons. Ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'on a une grille de calcul, mais ce que je veux surtout attirer votre attention, c'est au niveau des conditions frontières, donc les apports principaux en termes de débit, température et concentration de la rivière des Hurons, de même que, évidemment, tous les tributaires et versants. Finalement, la principale sortie, le barrage Cyril-Delage. Il y a aussi, évidemment, le forçage atmosphérique, le rayonnement solaire, température et vent. Parce que, comme vous pouvez le savoir, les concentrations ne sont pas nécessairement élevées en termes de phosphore dans le lac. Par contre, les conditions environnementales font qu'on peut avoir des éclosions d'algues dans le lac. Le calage, évidemment, les modèles ne sont pas parfaits. On espère que les modèles sont des bons outils de travail. Et à ce niveau-là, il faut faire ce qu'on appelle un exercice de calage et de validation. Ça implique de reproduire, si vous voulez, des observations, donc bilan hydrique, ainsi que plusieurs paramètres ou variables de qualité de l'eau. On a pu bénéficier dans le cadre du projet d'un long historique d'observation qui a été fait par Agiro. Et ça se fait à l'aide de l'accès qu'on a eu à une base de données. Donc, je vais passer rapidement ici, juste pour vous illustrer dans l'espace les points d'observation qui étaient disponibles. Donc, sur le lac, on a 5 points d'observation. Je vais revenir sur C01, C03, C04, C05, C08 un peu plus tard. Par la suite, on a des stations d'observation sur le littoral. On en a dans les tributaires, près de 40 tributaires. Donc, vous voyez à l'affichage, toujours en rouge, les endroits. Finalement, en rivière et à l'exutoire, on a d'autres observations qui nous permettent de faire notre travail. En termes de faisabilité, on avait non seulement les observations qui avaient été colligées au fil du temps dans la base de données Anki, mais on avait aussi une étude qui avait été faite par Biljana Naranchik dans le cadre d'un stage postdoctoral, qui a aussi échantillonné, si je me souviens bien, 37 petits tributaires alentour du lac au printemps et à l'automne en 2016-2017. Au niveau des résultats, donc lorsqu'on regarde par exemple les apports de la rivière des Hurons, pour l'azote, ce serait de l'ordre de 43,8 tonnes d'azote par année. De ce tonnage-là, on arriverait 14,66 % de l'usine de traitement des eaux usées. Le reste viendrait de tous les tributaires et versants qui sont dans le bassin de la rivière des Hurons. Au niveau du phosphore, c'est 1,54 tonnes de phosphore par année. Et encore là, 16,46 % de l'usine de traitement des eaux usées, le reste des tributaires et versants. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les concentrations à l'exutoire de la rivière des Hurons. Donc ici, on a un portrait, toutes les données qu'on a simulées avec le modèle EFDC, application 1D sur la rivière des Hurons, donc en azote ammoniacal. Donc, ce qu'on peut s'apercevoir, ici, on a différents tableaux, excusez-moi, pas tableau, vous n'avez pas de couleur. Donc, on a 3 niveaux, 1, 2, 3. Et évidemment, ici, qualité de l'eau considérée satisfaisante, concentration entre 0,24 et 0,5. Donc, on voit qu'au niveau de la rivière des Hurons, l'eau est considérée satisfaisante. Par contre, en hiver, c'est moins satisfaisant. Donc, janvier, février, mars, on est dans une situation où est-ce que la qualité de l'eau serait considérée douteuse. Les intervalles qui ont été utilisés ici, c'est les intervalles qui sont utilisés dans les QBP, donc un indice de qualité de l'eau qui est utilisé là, par le ministère de l'Environnement.
Au niveau de azote, nitrite, nitrate, somme toute, qualité de l'eau considérée satisfaisante tout au long de l'année. Donc, ça va relativement bien à ce niveau-là. Au niveau du phosphore, l'histoire est similaire, si vous voulez, à l'azote ammoniacal, en ce sens qu'au niveau de la période hivernale, on se retrouve avec des concentrations qui, somme toute, nous présentent des qualités de l'eau dites douteuses. Puis ça, ben, c'est intrinsèquement lié probablement au niveau des, comment je peux dire, des critères qui sont imposés ou des normes qui sont imposées à la station de traitement des eaux usées. Donc, si on essaie de répartir dans l'espace par rapport au lac Saint-Charles, juste en termes de phosphate, pour vous donner un exemple, il y aurait 78 qui viendraient de la rivière des Hurons, un autre 3,6 qui arriverait du lac de l'Age, enfin 2,1 ruisseau de la Courtebotte, et ne jamais oublier les versants et petits tributaires tout le long du lac Saint-Charles. Lorsqu'on regarde le lac Saint-Charles dans son ensemble, en termes de charge qui va arriver, les stations dépurisées, des stations des eaux usées, Stoneham, Tewksbury, ce serait 12,5 et lac de l'Age, 4,3 Le reste, évidemment, c'est tout le territoire, les installations septiques atomiques. Atomiques, non. On voudrait bien qu'ils soient atomiques, mais ils sont autonomes. Excusez-moi. Donc, juste à titre illustratif, ici, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire de l'animation avec nos résultats de simulation. Donc, on a ici une représentation de la température à différentes périodes de l'année dans le point le plus profond du lac. Donc, en bleu sont les observations, en rouge, c'est ce qui est simulé. Et ce que vous voyez apparaître devant vous, donc dans le bas de l'écran, ici, vous avez la part en eau, la sortie d'eau du lac. Là, ici, de l'amont vers l'aval, donc le bassin nord. On voit la stratification thermique qui s'établit. Donc, les premières images, c'est une simulation 2D et la dernière image complètement à droite, c'est une simulation 3D où est-ce qu'on représente la température de surface. Ah, y a-t-il un pointeur? Ah, OK, je m'excuse. Oui. Oups. OK. Donc, je ne pense pas que vous avez sauté de cette. Bon, évidemment, on doit développer une confiance en notre modélisation. Je vous simplifie cela avec toutes les données observées, près de 2985. Donc, on voit aussi au niveau de la température observée simulée, les moyennes sont très similaires. Le 95e percentile sont très similaires. Donc, on a une très bonne reproduction au niveau de la température, très bonne reproduction au niveau des solides totaux dissous, ainsi que l'oxygène dissous. Au niveau des phosphates et azote ammoniacal, c'est un peu moins bien réussi. On voit qu'au niveau de la moyenne, on est 2 fois la moyenne, mais ce qui est intéressant pour vous de noter, c'est que les concentrations demeurent relativement peu élevées au niveau du lac. Ça, c'est pour l'ensemble des points qu'on a dans le lac, les observations et toutes les profondeurs à tous les jours. Et c'est comme ça qu'on fait notre évaluation statistique pour comprendre comment on se retrouve. Au niveau de la chlorophylle A ainsi que le carbone organique dissous, on fait très bien. Donc, c'est très rassurant en ce qui a trait de prédire les effloraisons d'algues. Donc, afin d'évaluer l'importance relative des différents tributaires, je vous ai fait une petite animation. C'est là qu'il va falloir que je me déplace. Dans un premier temps, c'est de vous rappeler qu'au niveau de la rivière des Hurons, vous voyez sur la période, ça c'est l'année 2015 à 2017, sauf erreur de ma part. Donc, on voit que les débits varient entre 0 et 25. Donc, c'est juste pour vous illustrer que c'est toujours là qu'arrive la plus grande quantité d'eau. Les autres, en termes de débit journalier sur la période 2015, vous voyez, c'est inférieur à 1,2 m3 par seconde. Donc, tout ça pour expliquer qu'au final, c'est la quantité d'eau qui va arriver de la rivière des Hurons qui va vraiment dicter la mesure au niveau de la qualité de l'eau du lac Saint-Charles. Donc, les versants, tout combiné ensemble avec les petits tributaires, c'est ce qu'on a appelé ici le distribué. Bien là, ça peut aller jusqu'à 2,2 m3 par seconde par jour. S'il y a un pointeur, non. C'est juste pour vous illustrer ici.
Donc, c'est juste pour vous illustrer ici. Donc, on a le point E01 qui est l'entrée de la rivière des Hurons. On a une échelle de couleur qui varie dans le temps. Somme toute, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on met 100 mg par litre d'un contaminant dit conservateur, donc un traceur. Ce que ça illustre, que c'est au final, en termes de qualité de l'eau, bien, le pouvoir de la quantité d'eau qui arrive de la rivière des Hurons est majeur. Et évidemment, à ce niveau-là, c'est ce qui va dicter la qualité de l'eau à l'intérieur du lac Saint-Charles. Donc, vous pourriez l'arrêter. Donc, tout ça pour vous dire qu'au final, on en met 100 mg par litre et à l'exutoire, on en retrouve 100 mg par litre, dans l'ordre de grandeur de 100 mg par litre. Donc, au final, ce que ça vous dit, c'est que la quantité d'eau va vraiment dicter la qualité de l'eau en termes du lac Saint-Charles. On va faire le même exercice pour le lac de Lage. Donc là, la grande différence, évidemment, on met 100 mg qui sort du lac de Lage avec son débit. Donc, on a cette charge-là. Ce que ça illustre, au final, ça va prendre un certain temps avant que le traceur va arriver à l'exutoire. Puis une fois qu'il va arriver à l'exutoire, la concentration va être de moins de 1 mg par litre. Donc, encore une fois, ça illustre le pouvoir de dilution de l'eau de la rivière des Hurons qui arrive. On a 100 mg par litre, bien sûr, multiplié par le débit du lac de Lage, qui est de beaucoup inférieur. Je me souviens bien, sa contribution, c'est de l'ordre de 2,2 %. Donc, tout ça pour illustrer que ce n'est pas ça qui va dicter laquelle tu peux l'arrêter. Je vais passer à la dernière rapidement. Donc, j'ai pris un point totalement en aval. Anne-Marie va partir la simulation. Puis encore là, ça va se manifester tout près du point de rejet que vous voyez en bas à droite. Et les concentrations vont être très peu importantes. Je peux l'arrêter, Anne-Marie. Donc, proposition de travaux futurs. Donc, au courant de ce projet-là, il y a eu un mémoire de maîtrise de réaliser, de même que des rapports techniques. Et ça, dans un contexte très difficile, parce que la pandémie est venue vraiment jouer, comme on dit, mettre des bâtons dans les roues. On a aussi fait pour la Ville de Québec une évaluation de différents scénarios de raccordement sur la qualité de l'eau du lac Saint-Charles. En termes de propositions de travaux futurs, on aimerait étendre la modélisation jusqu'à la prise d'eau, château d'eau, donc considérer les apports, ce qui va sortir du lac, ce qui va arriver de la rivière Jaune, ce qui va arriver de la rivière Nelson, la somme de tous les tributaires et versants. On a développé pour la Ville de Québec en 2009-2010 un outil qui s'appelle temps de parcours qui nous permet de déterminer le temps qu'un contaminant, son temps le plus rapide, donc son temps convectif qui pourrait arriver à la prise d'eau, château d'eau. C'est très informatif parce que ça nous dit le temps le plus rapide, mais on aimerait le valider davantage avec une modélisation de la qualité de l'eau et ce qu'on propose de poursuivre. Enfin, évidemment, évaluer l'effet du changement climatique. On vit présentement ces changements-là. Merci beaucoup.